Donc, bienvenue à ce webinaire qui va parler insuffisance cardiaque aiguë et diabète aux urgences jusqu'à la sortie du HCD, les 3 premiers jours d'hospitalisation en cardiologie et jusqu'à la sortie. Je suis Carlos Silcouri, médecin urgentiste à Medipôle et coordonnateur de Résuval. J'ai la joie d'être entouré par Eric Bonnefoy, cardiologue que vous connaissez, Aloïs Pradel et Laure Grouan, qui est endocrinologue. Voilà, nous avons choisi de nous mettre tous les trois ensemble, pensant que c'est plus convivial et d'ôter les masques, sachant que nous sommes vaccinés et pas à risque, on peut le dire. Donc, sans trop tarder, nous allons commencer le diaporama dont l'objectif pédagogique, finalement, c'est essentiellement de traiter de la place des glyphlosines et en particulier de la dapagliflozine, que vous allez voir de plus en plus apparaître dans les ordonnances de nos patients aux urgences. Voici mes liens d'intérêt en rapport avec le sujet. Nous allons traiter d'un cas clinique autour duquel va s'articuler l'ensemble du diaporama. Donc, moi, je vais parler 12-15 minutes de ce qu'on a appelé le point de vue de l'urgentiste, donc comment traiter la dapagliflozine aux urgences et jusqu'à la sortie de l'UHCD. Ensuite, Eric et puis Laure prendront la parole. Il s'agit d'une patiente de 74 ans, un cas réel pris en charge le 1er septembre à 18 h aux urgences, que l'infirmier de tri a d'emblée placé en niveau 2 sur l'échelle French, donc urgence vitale. Le motif d'admission est une hyperglycémie et une désaturation à domicile qu'avaient noté les pompiers à 60% en air. La patiente a été mise sous 9 litres d'oxygène et la glycémie a été constatée à 3,2 grammes. On sait qu'elle est diabétique type 2, qu'elle est stentée et qu'elle a eu une amputation du membre inférieur droit. Son ordonnance comprend de la L-tyroxine 20 gouttes le matin, du furosémide, de l'Amlor, de la metformine et de la dapagliflozine à 10 mg le matin, associée à de l'insuline. Voici le reste ici que je vous laisse découvrir. Qu'en est-il de la dapagliflozine, de son nom commercial le Forxiga? Ce médicament a bénéficié d'une AMM sur avis de l'HAS fin 2020 dans son indication dans le diabète type 2. Le diabète type 2 non contrôlé par une monothérapie, donc soit en bithérapie uniquement avec la metformine ou un sulfamide, soit en trithérapie associée à la metformine et un sulfamide ou avec metformine et insuline. Et ensuite, la dapagliflozine a bénéficié d'une seconde AMM fin du 1er trimestre de cette année dans l'insuffisance cardiaque chronique à fraction d'éjection réduite chez les patients non contrôlés par un traitement standard optimisé. Qui dit traitement standard optimisé dit IEC ou ARA2, bêta-bloquant et Entresto. Il s'agit aussi de patients qui ont un inhibiteur du récepteur des minéralocorticoïdes, donc la spironolactone, et un certain nombre d'entre eux peuvent avoir des devices comme des défibrillateurs. Ça a été le profil des patients inclus dans l'étude Princeps de la dapagliflozine, qui est l'étude DAPA-HF, qui a été publiée en 2019 et qui a comparé la dapagliflozine versus placebo chez des patients à fraction d'éjection réduite bénéficiant d'un traitement optimisé. Le critère de jugement primaire était composite. Il comprend la mortalité cardiovasculaire, l'hospitalisation ou la consultation en urgence pour insuffisance cardiaque aiguë. Voici le principal résultat portant sur le critère de jugement. Chez les insuffisants cardiaques à fraction d'éjection réduite, qu'ils soient diabétiques ou pas d'ailleurs, inclus dans l'étude DAPA-HF, la dapagliflozine a diminué de 26% les décès cardiovasculaires, les hospitalisations et les consultations en urgence pour insuffisance cardiaque. Voici le résultat ici portant sur le critère composite. En bleu, la courbe dapagliflozine avec l'incidence du critère de jugement. En rouge, le groupe placebo. Et voici ici le critère du jugement décomposé avec l'hospitalisation d'une part, la mortalité cardiovasculaire et la mortalité toute cause d'autre part. Quel que soit le critère, la différence est significative en faveur de la dapagliflozine.
Je ne m'attarde pas sur le mécanisme d'action que je laisse alors le soin de développer, juste retenir pour les besoins de ce cas clinique que la dapagliflozine est un inhibiteur du cotransporteur sodium-glucose de type 2 qui est situé ici sur le tubule proximal du rein. Ces deux principales actions vont être la glycosurie et la natriurèse avec une légère diurèse associée. Et à partir de ce mécanisme-là, va découler 4 principaux effets secondaires. On a tendance à penser à l'insuffisance rénale. Or, l'insuffisance rénale aiguë a été observée plus importante dans le groupe placebo quand elle est sévère, 2,7% versus 1,6% dans le groupe dapagliflozine. Il en découle aussi un effet hypotensif ou de la déshydratation, en particulier chez les patients âgés, facile à imaginer, ou ceux qui prennent aussi des diurétiques. On a observé fréquemment des infections génito-urinaires, de l'hypoglycémie naturellement, et puis il faut faire attention à ce qu'on appelle désormais, alors c'est une notion plutôt récente, l'acidocétose diabétique euglycémique. Alors, comme la dapagliflozine a un effet glycosurique, cette perte de glucose va entraîner une baisse de la glycémie dans le sang et du coup, une baisse du taux de l'insuline. Cette baisse du taux d'insuline entraîne une augmentation du glucagon qui, lui, va accélérer la lipolyse et qui va aboutir à la production de corps cétoniques. La présence de ces corps cétoniques-là donne de l'acidocétose. On parle d'acidocétose euglycémique, ça ne veut pas dire que la glycémie est normale, mais elle est toujours inférieure à 2,5 grammes par litre à cause de la glycosurie induite par la dapagliflozine. L'ESC, dans ses dernières recommandations de 2021, a attribué une recommandation 1A à la dapagliflozine au même titre que les IEC, les bêta-bloquants ou la spironolactone. Revenons maintenant à notre cas clinique. Notre patiente a 74 ans, autonome jusque-là. Dans ses antécédents, une cardiopathie ischémique stentée. Elle est obèse avec un diabète type 2 multicompliqué, de rétinopathie, d'insuffisance rénale chronique de stade 4 et puis un mal perforant plantaire qui a été compliqué d'une amputation à un moment. Sa vaccination anti-Covid-19 était à jour et puis l'ordonnance, je ne vais pas la reprendre, elle associe diurétique, dapagliflozine, un antidiabétique oral et de l'insuline. Sa saturation sous oxygène s'était corrigée à 95%. Elle était bien consciente, très dyspnéique, avec un grésillement laryngé, des signes de rétention. Vous observez ici les principaux paramètres vitaux. Elle n'avait pas de fièvre, la glycémie était à 3,2 grammes par litre et la cétonémie était négative. Voici l'électrocardiogramme à l'admission. Il était sinusal, sans trouble de repolarisation significatif. Et puis, on jette un coup d'œil à l'échographie pleurale. Nous observons des lignes B et une veine cave inférieure dilatée. Tout cela suffit pour introduire d'emblée un traitement par l'Azilix IV, du Risordan au pouce-seringue et une CPAP après avoir retenu évidemment le diagnostic d'un syndrome d'insuffisance cardiaque aiguë. Le cardiologue passant par là a contrôlé l'échographie transthoracique qui révèle une fraction d'éjection conservée, une hypokinésie inférieure, une insuffisance mitrale modérée. En tout cas, il a conclu en une décompensation cardiaque diastolique sur un terrain de cardiopathie ischémique. Il a fallu attendre la biologie, mais pas pour confirmer le diagnostic. Le pro-BNP, 3900 nanogrammes par litre, la troponine à 300 pour un seuil à 32, pas de dyskaliémie. Le débit de filtration glomérulaire était à 12 millilitres par minute, mais stable par rapport à la référence. Les lactates n'étaient pas élevés, pas de syndrome inflammatoire, l'hémoglobine à 100. Et voici ces gaz du sang. Il n'y avait pas d'acidose, pas d'hypercapnie non plus. Elle était légèrement suroxygénée, on peut dire. Donc, le même traitement initié en SAUVE a été poursuivi à l'UHCD parce qu'il n'y avait pas de place en USIX ce soir-là. Et du coup, la question, c'est qu'est-ce qu'on fait de la dapagliflozine pour les 24 heures à venir? Alors d'abord, il faut se rappeler qu'elle a un effet diurétique. Ici, un papier de l'ESC, un position paper qui date de 2019, donc bien avant, 2 ans avant les recommandations, où l'ESC plaçait, ou plutôt proposait de placer la dapagliflozine en 3e ligne en tant que diurétique
à cause de ou grâce à son mécanisme d'action. Deuxième alerte concerne le risque d'acidocétose euglycémique. Donc ici, on n'est pas à l'abri, mais en tout cas, il n'y a pas d'acidocétose puisque le pH de la patiente était à 7,4, il n'y a pas de cétone. En revanche, on est alerté par le risque d'acidose lactique liée à l'association d'apagliflozine et metformine. Ça, c'est le deuxième point de vigilance. Et le troisième, c'est l'insuffisance rénale. Dans les recommandations, il est admis que la dapagliflozine peut être initiée tant que le débit de filtration glomérulaire est supérieur à 25 ml. Alors, dans DAPA-HF, il était supérieur à 30. Dans d'autres essais, il était supérieur à 20. Donc, le essai a placé le cut-off à 25 ml par minute si l'insuffisance rénale est chronique et connue. En revanche, en cas de déshydratation et insuffisance rénale aiguë, la dapagliflozine doit être dans ce cas suspendue au moins temporairement. Donc, on revient à notre patiente. Il s'agit d'un OAP associé à une insuffisance rénale chronique. Compte tenu de toutes ces données-là, on peut s'autoriser le maintien de la dapagliflozine. Donc, le lendemain matin, à l'UHCD, elle va bénéficier de ces 10 mg. En revanche, il conviendrait de surveiller la metformine pour le risque d'acidocétose lactique. Et puis, évidemment, garder l'œil, surveiller le risque d'évolution vers l'acidocétose euglycémique qui, lui, est permanent. Pour finir, des nouvelles de notre patiente. Le lendemain, elle était à l'USIC. Le surlendemain, la troponine a atteint un pic à 17 500, qui a conduit au contrôle de sa coronarographie. Elle a bénéficié de 3 stents actifs dans le tronc commun, la circonflexe proximale et l'IVA. Et enfin, le surlendemain, elle a été transférée en néphrologie où elle est préparée pour la mettre sous dialyse. Eric, je vais pouvoir te passer la main. Très bien, pour merci. La suite en cardiologie. Merci, Carlos. Bonjour à tous. Donc, le point de vue du cardiologue pour l'association diabète et insuffisance cardiaque aiguë. Donc, voici mes conflits d'intérêts. Alors, le cardiologue, dans le contexte d'une association insuffisance cardiaque aiguë et diabète, va se poser 4 grandes questions. Quelles sont les relations entre le diabète et l'insuffisance cardiaque? Quels sont les problèmes que pose l'insuffisance cardiaque aiguë dans le contexte d'un diabète ou, en miroir, un diabète dans le contexte d'une insuffisance cardiaque aiguë, et quels médicaments de l'insuffisance cardiaque pour les patients diabétiques? Enfin, que penser des glyphlosines dans le cadre de l'insuffisance cardiaque aiguë. Et en fait, pour nous, cardiologues, cette classe thérapeutique est un peu une révolution. Alors, quelle relation diabète et insuffisance cardiaque aiguë? Il y a 2 perspectives, celle de l'insuffisance cardiaque et la présence d'un diabète chez ces patients. Ça représente 40% des patients insuffisants cardiaques, l'association insuffisance cardiaque et diabète. Et ce, quel que soit le domaine où on regarde. Et 40%, c'est l'expression clinique. Si on est juste sur l'intolérance au glucose, on est à plus de 40%. Et puis, c'est 40% aussi le risque pour un diabétique de développer une insuffisance cardiaque clinique au cours de sa maladie diabétique. Alors, c'est cette grande fréquence de l'association diabète-insuffisance cardiaque, ça a une conséquence pour nous en clinique, qui est que dans une situation ou dans l'autre, il faut penser diabète et insuffisance cardiaque, les pensées liées. Alors, ce qui est très intéressant aussi, et on ne va surtout pas insister là-dessus, c'est les mécanismes qui sous-tendent cette association. Alors, en fait, on ne sait pas bien. On sait que les comorbidités influent, que la physiopathologie du diabète influe, au même titre que celle de l'insuffisance cardiaque. Mais ce qui est très étrange, c'est que le risque pour un diabétique de développer une insuffisance cardiaque va être d'autant plus important que son niveau d'hémoglobine glyquée sera plus élevé. Et pourtant, quand on met en place un contrôle glycémique strict, on améliore le risque de développer pour un diabétique un syndrome coronarien aigu. Donc, on y pense pour la patiente qu'a présenté Carlos avec un diabète déséquilibré et un contexte d'infarctus. En revanche, il n'y a pas de réduction du risque d'insuffisance cardiaque malgré donc, le contrôle glycémique strict. Alors, quel problème pose l'insuffisance cardiaque chez
le diabétique, donc cette association insuffisance cardiaque et diabète. Alors, il y a 3 problèmes d'un point de vue cardiologique. Le premier, c'est une mortalité plus élevée, et particulièrement une mortalité cardiovasculaire plus élevée, de l'ordre de 50% plus élevée chez les patients diabétiques insuffisants cardiaques par rapport à ceux qui ne sont pas diabétiques avec leur insuffisance cardiaque. Deuxième, et ça c'est un problème absolument majeur en cardiologie, dans le monde de l'insuffisance cardiaque, ce sont les réhospitalisations. Et les personnes diabétiques et insuffisantes cardiaques ont de l'ordre de 30% de réhospitalisation en plus par rapport aux insuffisants cardiaques non diabétiques. Avec déjà un niveau de réhospitalisation, ici on ne montre que les réhospitalisations de causes cardiovasculaires, en sachant qu'elles représentent 60% des réhospitalisations pour les insuffisants cardiaques. Donc, la proportion de réhospitalisation chez ces patients est considérable et altère de façon importante leur qualité de vie. Puis le troisième problème, c'est la gestion des traitements hypoglycémiants dans le cadre de cette association diabète et insuffisance cardiaque. Et ça suppose de travailler de façon assez coordonnée, assez étroite avec le diabétologue, parce que certains médicaments vont aggraver ou avoir une relation défavorable avec l'insuffisance cardiaque chez le diabétique. C'est le cas particulièrement des inhibiteurs des dihydropeptides peptidases, quand d'autres vont avoir un effet neutre ou peut-être un peu positif pour les antagonistes des récepteurs aux peptides, et d'autres, on va y revenir, la classe des glyphlosines va avoir un effet extrêmement bénéfique. Alors, quels médicaments de l'insuffisance cardiaque chez les diabétiques? Là, ouais, super, merci bien. Dans le cadre des ASFREF, donc des insuffisances cardiaques à fraction d'éjection altérée, ce qui n'est pas le cas de la patiente que nous a présenté Carlos, le traitement de l'insuffisance cardiaque est vraiment parfaitement balisé. Et il y a aujourd'hui 5 piliers. Les inhibiteurs d'enzyme de conversion, les ARA2 associés à la néprilysine, donc le sacubitril/valsartan, l'Entresto, les bêta-bloquants, les anti-aldostérone, et aujourd'hui, clairement, ce que nous a montré Carlos, la classe des glyphlosines, donc les inhibiteurs du cotransporteur SGLT2. Alors, premier rappel essentiel, tous ces médicaments piliers sont remarquablement efficaces dans l'insuffisance cardiaque à fraction d'éjection altérée, que l'on ait ou pas un diabète. Et c'est au moins le même bénéfice chez les patients diabétiques. Alors, si je vous dis ça, c'est vraiment pour rappeler que ces médicaments sont extrêmement précieux, à la fois sur le court, le moyen et le long terme pour ces patients, et qu'il faut à tout prix, dans le cadre de leur prise en charge, préserver les prescriptions autour de ces piliers. Donc, c'est particulièrement vrai pour les bêta-bloquants. Et toutes les études montrent bien que dès lors qu'on admet un patient qui est sous bêta-bloquant dans le cadre d'une insuffisance cardiaque aiguë, donc de la décompensation de son insuffisance cardiaque, et qu'on le fait sortir sans ces bêta-bloquants, après ajustement, le pronostic est incomparablement défavorable par le fait de ne pas lui avoir remis ou conserver ces bêta-bloquants. Et sachez qu'en cardiologie, actuellement, on n'arrête pas, dans le cadre d'une insuffisance cardiaque aiguë, les bêta-bloquants. On les préserve, on les réduit éventuellement, et c'est seulement dans les situations catastrophiques de grand bas débit qu'on arrête les bêta-bloquants. Alors, la place du sacubitril/valsartan est très intéressante parce que dans l'étude Paradigm Heart Failure, il y avait une réduction dans le groupe sacubitril/valsartan de la mise sous insuline des patients insuffisants cardiaques, de l'ordre de 30%. Et on sait que le sacubitril/valsartan réduit de 30% les réhospitalisations après une première hospitalisation pour insuffisance cardiaque. Problème du sacubitril/valsartan, quand on l'introduit dans une population d'insuffisance cardiaque aiguë, c'est que il y a 20% d'échecs. Et ce, malgré le fait que c'est très efficace. Vous avez ici des patients qui sont admis pour une insuffisance cardiaque aiguë et mis sous vasoactif
actifs, substances vasoactives, ce qui signifie soit des inotropes vasodilatateurs, soit des vasodilatateurs purs. Et quand on fait le relais avec le vasobutyl-valsartan, on voit qu'on a le même bénéfice en termes d'index cardiaque, de PAPO ou de résistance vasculaire systémique. Mais cet échec chez un patient sur 5 avec prolongation de l'hospitalisation, quelquefois l'obligation de mettre sous noradrénaline, nous conduit à être extrêmement prudents dans la gestion de salubutyl-valsartan en aigu. Alors maintenant, que penser de la classe des glyphosines? Alors, première chose, c'est qu'on a des études d'insuffisance cardiaque aiguë chez le diabétique. C'est une étude avec la sotagliflozine, l'étude Soloist, qui a montré qu'il y avait dans cette population une réduction de 30% des réhospitalisations pour insuffisance cardiaque, qu'il y ait une altération de la fonction ventriculaire gauche ou une préservation de la fonction ventriculaire gauche. Donc la patiente de Carlos, et de fait, on n'a vraiment pas envie dans ce contexte d'arrêter la dapagliflozine, dans le cas du cas clinique que tu nous as montré. L'effet des glyphosines, c'est certainement un effet de classe, et il est identique qu'il s'agisse d'un patient diabétique ou d'un patient non diabétique, que sa fraction d'éjection soit altérée, ou on le verra que sa fraction d'éjection soit préservée. On attend 30% de réduction des hospitalisations pour insuffisance cardiaque, ou des visites urgentes pour insuffisance cardiaque, donc au service d'urgence. Pour les délais d'action, on voit dans ce zoom sur la sotagliflozine, donc dans l'étude Soloist, que le bénéfice est obtenu dans les premières semaines de l'administration, de l'introduction du médicament. Enfin, c'était évoqué par Carlos à plusieurs reprises, et ça, pour nous, en cardiologie d'urgence, c'est vraiment un point essentiel. Ces médicaments, cette classe thérapeutique est un excellent diurétique. C'est illustré ici dans l'étude AMPA-Response Acute Heart Failure chez les patients en insuffisance cardiaque aiguë avec une rétention hydrosodée importante. Il y a, associé à l'administration de l'empagliflozine par rapport à un traitement diurétique standard, un net bénéfice en termes de diurèse et un net bénéfice en termes d'amélioration de la balance hydrosodée, c'est-à-dire en termes de réduction du poids par rapport au traitement diurétique standard. Et de fait, pour nous, cette classe thérapeutique, c'est le quatrième diurétique dont nous disposons à côté du furosémide, des diurétiques de Lens, des thiazidiques, des inhibiteurs de l'aldostérone, des anti-aldostérones donc, et on a maintenant cette nouvelle classe thérapeutique que l'on utilise comme un diurétique. Et enfin, dernière diapositive concernant cette réflexion, on a tout récemment la communication de l'étude Emperor Reduced, préserve, de là en l'occurrence, où chez les patients à fraction d'éjection préservée, on a exactement le même bénéfice en termes de réduction des hospitalisations avec l'empagliflozine que celle observée dans Emperor Reduced. Donc, on comprend que c'est le premier médicament à offrir un tel bénéfice dans cette population. C'est donc une classe thérapeutique pour la cardiologie tout à fait originale et exceptionnelle. Donc les messages, c'est que l'association diabète et insuffisance cardiaque est très fréquente et qu'il faut contrôler l'un ou l'autre chez un diabétique et ou chez un insuffisant cardiaque. Les réhospitalisations sont dans cette population un problème absolument majeur. Certains médicaments hypoglycémiants accentuent le risque d'insuffisance cardiaque. Il faut être en alerte là-dessus et c'est Laure qui va nous éclairer aussi sur ce point. Il faut bien penser à ne pas arrêter les traitements piliers de l'insuffisance cardiaque dès lors que la fraction d'éjection est arrêtée. Ils sont très, très efficaces chez les patients diabétiques et réduisent le risque de réhospitalisation et prolongent la vie. Enfin, la classe des glyphosines réduit de 30% les réhospitalisations, probablement, très probablement, la mortalité, et ce, chez ces patients insuffisants cardiaques, et ce, donc, quelle que soit la cardiopathie, fraction d'éjection réduite ou fraction d'éjection altérée. Là, je vais laisser la parole à Laure, parce que le diabète et insuffisance cardiaque, c'est compliqué du point de vue diabétique, et on a bien besoin de l'aide de nos collègues diabétologues. J'en profite pour te rappeler que vous pouvez d'ores et déjà poser vos questions
en utilisant le petit bouton au milieu de la barre où c'est marqué questions-réponses, de façon à ce que l'on puisse anticiper tout à l'heure nos réponses. Bonsoir à tous. Donc, je suis praticien hospitalier à l'hôpital cardiologique en diabétologie. J'appuie là. Ouais. Voici mes liens d'intérêt. Alors, d'emblée, à l'endroit au but, donc chez un patient qui arrive en soins critiques, selon les recommandations de l'Association américaine de diabétologie, s'il y a une glycémie à plus d'1,80 g, il est extrêmement recommandé d'initier une insulinothérapie de façon urgente. Pourquoi? Parce qu'une glycémie à plus d'1,80 g est un marqueur de mauvais pronostic à court terme. Ça a prouvé que ça a augmenté la durée de séjour, ça a augmenté le risque d'admission en soins intensifs et la mortalité intra-hospitalière. L'objectif est après d'atteindre une glycémie entre 1,40 g et 1,80 g plutôt que 1,10 à 1,40 g. Et on fait en sorte de ne pas être en dessous de 1,10 g, puisque c'est associé à un risque d'hypoglycémie sévère qui va stimuler les hormones de contre-régulation, dont les catécholamines, augmentant le risque de troubles du rythme. Et c'est associé également à une augmentation de la mortalité. Et il a été décrit des activations réactionnelles du système parasympathique pouvant causer des bradycardies nocturnes. En soins critiques, il est conseillé d'utiliser le pouce IV d'insuline. Sinon, on peut utiliser, et c'est vraiment ce qui est recommandé, un schéma basal-bolus. Donc la basale, c'est la glargine U100, ça peut être la Lantus ou la Basaglar. Les bolus, c'est avec les analogues rapides de l'insuline, Aspart, Lispro-Glulisine, vous connaissez sous le nom de Novorapide ou Fiasp, Humalog et Apidra. Et Humalog, il y a Liumgel aussi pour la Lispro. C'est des noms comme ça pour que ça vous soit plus familier. Alors, le basal bolus, il est mis si le patient peut s'alimenter. Dans ce cas-là, le bolus est fait pour corriger le pic du repas et on fait aussi de la correction supplémentaire s'il est trop avant le repas. Si par contre le patient s'alimente mal, on met une basale et on va faire des bolus de correction. Et surtout, on n'utilise pas le schéma avec juste de la rapide qui n'a jamais équilibré personne et qui fait faire de trop grandes variations glycémiques. Si le patient arrive avec un schéma basal-bolus déjà en place, on peut lui garder son insuline lente. Ça peut être de la glargine U300, c'est la Toujeo, ou la Dégludex, c'est la Tresiba, associée à son bolus que l'on ajuste. Des protocoles IV d'insuline, il y en a plusieurs. Ça, c'est par exemple une actualisation en 2020, c'est des fiches de la Société française d'anesthésie-réanimation et de la Société francophone du diabète, à l'occasion de l'épidémie de Covid, qui a réactualisé ces fiches en donnant ce protocole IV, en mettant comme cible 0,9 à 1,80, mais en disant bien dans le texte qu'on essaye de cibler 1,40 à 1,80. Et par exemple, chez un patient qui est au-dessus d'1,80 g, on va lui commencer à 2 unités heure après un bolus de 3 unités. Au bout d'une heure, si jamais il reste à plus d'1,80 g, on va augmenter d'une unité heure. Et s'il est en dessous d'1,80 g, pour un diabétique de type 2, on va stopper transitoirement le pouce seringue. Et par contre, laisser, si c'est un diabétique de type 1, tout le temps de l'insuline à 1 unité heure. Quand on va diminuer, si la glycémie est en dessous de 0,60, on va faire des arrêts des pouces seringues et reprendre au-dessus d'1 gramme chez le diabétique de type 1, au-dessus d'1,80 g chez le type 2. On fait en sorte, évidemment, qu'il n'y ait pas d'hypoglycémie, puisque c'est associé à plus de troubles du rythme, de mortalité. Et vraiment, le message, si c'est un diabétique de type 1, mais c'est moins fréquemment la population rencontrée chez les insuffisants cardiaques, on ne stoppe jamais l'insuline, puisqu'il y a un risque d'acidocétose. Il faut avoir en tête que chez un diabétique et surtout un type 1, tout événement aigu va lui augmenter ses besoins en insuline. Et on n'hésite pas à faire des contrôles d'acétonémie dès qu'il dépasse 2,50 g à 3 g. Ça, c'est un autre protocole qui existe, qui avait été pour le consensus SFC-SFD de 2012, mais qui garde toute sa place. C'était après un syndrome coronarien aigu. Il est encore plus simple, c'est-à-dire qu'on commence l'insuline au-dessus d'1,80 à 2 unités heure. Et si le patient atteint son objectif 1,40 à 1,80, on ne change pas la dose. S'il reste au-dessus d'1,80 jusqu'à 3 g, on monte d'une unité heure. En dessous d'1,40, on baisse de 0,5. Et par contre, si le sujet est âgé, fragile, dès qu'on est en dessous d'1,40, on stoppe. Voilà, c'est 2 possibilités de protocole. Ensuite, quand le patient va sortir des soins critiques, qu'on va décider de faire un relais par insuline, donc s'il était au pouce seringue, alors à quel moment on fait un relais? Quand les glycémies sont plutôt stables, à moins d'1,80 g,
plutôt quand il est capable de s'alimenter. Et on ne stoppe pas s'il reste à plus de 4 unités heure. C'est trop tôt. On ne fait pas de relais, ça fera des doses trop importantes. Par contre, s'il a moins de 0,5, on n'a pas besoin de faire un relais basal-bolus. Comment on calcule? Vous prenez la quantité totale d'insuline par 24 heures, vous la divisez par 2, ça va vous faire votre dose de basal qu'on administre le soir, et la moitié de la dose totale va servir pour les bolus, qu'on va diviser par 3 et on les répartit entre les 3 repas. Si on n'utilise pas cette méthode, on peut aussi calculer une basale avec la formule 0,3 unités kilo-jour et les bolus au total 0,3 unités kilo-jour qu'on va diviser par 3. Quand est-ce qu'il faut adresser en diabétologie? Avant la sortie, si un patient lui découvre un diabète. Alors là, on va la définir sur l'hémoglobine glycée à plus de 6,5 parce que la glycémie à l'arrivée ne va pas vous faire le diagnostic de diabète puisque vous savez que vous pouvez avoir une hyperglycémie de stress liée à la synthèse des hormones de contre-régulation et ça ne suffit pas pour le diagnostic. Si le patient est diabétique connu et qu'il est déséquilibré à plus de 8% d'hémoglobine glycée ou qu'on sent qu'on doit initier une insulinothérapie, qu'on ne va pas pouvoir sevrer ou qu'il fait des hypoglycémies sévères et fréquentes. Après sa sortie, s'il est en rééducation cardiaque, par exemple, s'il est instable, ou si on introduit une glyphosine pour l'éduquer sur les effets indésirables et les situations à risque d'acidose, et puis s'il n'a pas vu le diabétologue depuis longtemps. Alors maintenant, on va reprendre chaque classe l'une après l'autre. La metformine, son mécanisme d'action, il faut retenir qu'elle améliore l'insulinorésistance musculaire et hépatique. Au niveau du muscle, elle permet de mieux utiliser le glucose, et au niveau du foie, elle va avoir deux mécanismes. Elle va diminuer la néoglucogénèse. Ça veut dire qu'on diminue la synthèse intrahépatique de glucose. Et cette néoglucogénèse, elle utilise plusieurs substrats, les acides aminés, le glycérol et le lactate. Ce qui fait qu'on va moins utiliser de lactate. Par ailleurs, ça stimule la glycolyse, c'est-à-dire la dégradation du glucose au niveau de la cellule hépatique. Et ça peut aller vers la voie aérobie ou la voie anaérobie. Et la metformine va plutôt favoriser la voie anaérobie. Et ça va augmenter la synthèse des lactates. On dispose de deux molécules. L'ambonate de metformine, c'est le stagide, et le chlorhydrate de metformine, c'est le glucophage. Ce mécanisme d'action fait qu'il n'y a pas de risque hypoglycémique avec ce traitement. Alors, on nous parle d'acidose lactique, c'est quand même un événement rare, et qui est encore plus rare si on respecte les contre-indications, surtout l'insuffisance rénale sévère à moins de 30 de clairance puisqu'elle peut s'accumuler, ou une insuffisance rénale aiguë fonctionnelle sur une déshydratation après des AINS, où il faut l'arrêter transitoirement. En cas de situation d'hypoxie, d'hypoperfusion, il faut respecter l'arrêt transitoire du traitement, puisque à ce moment-là, les lactates peuvent s'accumuler. Un état de choc, l'insuffisance cardiaque décompensée, une insuffisance respiratoire, l'infarctus à la phase aiguë. Également, en cas d'insuffisance hépatique ou d'intoxication alcoolique aiguë, toutes ces situations font qu'il faut stopper la metformine. Pour la décompensation cardiaque aiguë, quand vous considérez que la phase hypoxique est passée, que la cardiopathie est stable, à ce moment-là, on peut la reprendre. Avec, un petit rappel, une dose maximale qui est 1000 mg 2 fois par jour si la clairance est entre 45 et 59, et maximum 500 mg 2 fois par jour entre 30 et 44. Et en dessous de 30, pas de metformine. Donc notre patiente, là déjà, qui avait 12 de clairance, elle n'était pas censée prendre metformine 1002 fois. Ça n'avait pas été ajusté. Un petit rappel aussi, quand on fait une injection de produit de contraste, si c'est pour un scanner ou une coronarographie, il est recommandé de stopper dès le jour même la metformine. On la suspend 48 heures, on fait un contrôle de créatinine. S'il n'y a pas eu d'insuffisance rénale aiguë liée à l'iode, on reprend la metformine. Pour les analogues du GLP-1. Alors, les GLP-1, c'est synthétisé physiologiquement par l'intestin en réponse à l'arrivée glycémique dans le tube digestif. Ça agit sur le pancréas en stimulant la synthèse d'insuline et ça inhibe le glucagon. C'est par ce biais-là que ça diminue la glycémie, ça ralentit la vidange gastrique et ça augmente la sensation de satiété. Ça a des effets bénéfiques sur le poids et l'hémoglobine glycée. Ce mécanisme d'action fait qu'il n'y a pas d'hypoglycémie et on peut les utiliser jusqu'à 15 minutes par minute de clairance. L'effet indésirable le plus fréquent, ce sont les troubles digestifs. Les molécules disponibles
On a le liraglutide, c'est le Victoza, qui se fait tous les jours en titration. Le sémaglutide, c'est l'Ozempic, qu'on fait une fois par semaine, en l'augmentant progressivement, mensuellement. Et le dulaglutide, c'est le Trulicity, qu'on fait toutes les semaines. Alors, dans les méta-analyses, ça a montré que ça réduisait le MES de 12% à peu près. Donc, il y a un effet bénéfique cardiovasculaire portant surtout sur l'aspect athéroscléreux. Mais par contre, dans l'insuffisance cardiaque, sur cette méta-analyse, c'est moins 9% non significatif. Donc, il ne faut pas se dire qu'on les utilise dans un but de prévention ou de traitement de l'insuffisance cardiaque. Et il y a même un petit doute sur le liraglutide, qui a mis en avant la Société francophone du diabète sur sa prise de position en décembre 2019, chez des insuffisants cardiaques à fraction d'éjection réduite, moins de 40%, dans 2 petites études où il y a à peu près 300 personnes par étude. Dans l'étude live, il y a plus d'effets tachycardisants, mais ça, c'est un effet classe connu, et un signal défavorable sur les événements cardiovasculaires avec un peu plus de troubles du rythme. Et dans l'étude FIGHT, il y a une augmentation non significative, mais à 1,3 du risque de décès cardiovasculaire et d'hospitalisation pour insuffisance cardiaque. Et si vous lisez de près les nouvelles recommandations de l'ESC 2021 sur l'insuffisance cardiaque, dans le chapitre diabète, ils reprennent ce petit doute sur ces 2 études-là, en disant bien, on ne donne pas dans l'optique insuffisance cardiaque. Ensuite, les gliptines, ce sont des inhibiteurs de l'enzyme qui s'appelle DPP4. La DPP4, c'est l'enzyme qui dégrade le GLP1. Et donc, avec cette inhibition, on va augmenter les taux physiologiques de GLP1. Juste avant, on a vu les GLP1 pharmacologiques. Là, ça inhibe et ça monte le taux physiologique de GLP1. On en a 3. La sitagliptine, c'est le Januvia ou Xelevia. En fait, elle a un effet neutre au niveau cardiovasculaire. Elle doit être adaptée s'il y a une dégradation de la clairance entre 30 et 45, on doit mettre 50 mg au lieu de 100. Le mécanisme d'action fait qu'il n'y a pas d'hypoglycémie. Et vu cet effet neutre, on peut le poursuivre, on peut la poursuivre s'il y a une insuffisance cardiaque aiguë. La vildagliptine n'a pas eu d'étude de morbimortalité cardiovasculaire. Et la saxagliptine, elle, a montré dans l'étude SAVOR qu'il y avait une augmentation du risque d'hospitalisation pour insuffisance cardiaque. C'est pour ça qu'elle doit être évitée quand il y a une insuffisance cardiaque. Ensuite, les insulinosécréteurs, les sulfamides hypoglycémiants qui font fabriquer de l'insuline au niveau du pancréas, glyclaside, glimépiride, et les glinides, qui sont une classe d'insulinosécréteurs mais un peu différente, le répaglinide, c'est le Novoderm, ne seront pas privilégiés en raison du risque hypoglycémique. Il y a même eu à un moment donné sur les sulfamides un doute sur leur effet néfaste au niveau cardiovasculaire du fait de leur action sur les canaux potassiques. Je vous rappelle que pour les sulfamides à longue durée d'action, il y a un risque d'hypo sévère, d'autant plus que le patient est âgé ou dénutri avec une mortalité non négligeable. Et s'il y a un risque d'accumulation en cas de clairance à moins de 30, il y a un risque d'accumulation et c'est contre-indiqué à moins de 30. Ensuite, la classe des inhibiteurs de SGLT2. Par jour, on excrète 180 g de glucose qui va être à 90% réabsorbé au niveau du cotransporteur sodium-glucose de type 2 qui est au niveau du tube contourné proximal. Et un petit peu plus bas, on a le SGLT1 qui réabsorbe 10%. En cas de diabète, comme on filtre plus de glucose, alors juste, pardon, avant le diabète, comme on réabsorbe tout, en fait, si vous faites une glycosurie, elle est à 0, malgré les 180 g excrétés par jour, puisqu'on réabsorbe tout. En cas de diabète, on peut excréter plus, ça dépend du niveau glycémique, et il y a une hyperexpression de ces récepteurs qui vont réabsorber plus de glucose, plus de sel. Alors, il y a d'autres récepteurs tout le long du tubule, vous savez, qui réabsorbent le sel, mais vu cette hyper-réabsorption du sel, il y en a moins qui arrivent au niveau de la macula densa, et ça va entraîner une vasodilatation de l'artériole afférente qui va augmenter la pression intraglomérulaire et augmenter la filtration d'albumine, ce qui est un des mécanismes délétères chez le diabétique, qui participe à la néphropathie diabétique. Quand on bloque pharmacologiquement SGLT2, on va entraîner d'une part une glycosurie, alors qui n'est pas de 180 g, parce qu'en réaction, SGLT1 va être surexprimé et va réabsorber plus de sucre. Ce qui fait qu'on a une glycosurie à 70 g par jour environ, ce qui entraîne une perte calorique. Donc, on explique la baisse de glycémie, la perte de poids, et cette glycosurie entraîne de l'eau, c'est la diurèse osmotique, qui est évaluée à 375 ml environ en chronique avec la DAPA, et 500 ml, c'est par exemple avec l'empagliflozine dans une étude chez des patients qui étaient déjà sous diurétique.
Comme on a bloqué la réabsorption du sodium au niveau de ce récepteur, la natriurèse augmentée est perçue au niveau de la macula densa, et ça va, bon, je fais rapide, mais entraîner une vasoconstriction de l'artériole afférente qui va faire baisser la pression dans le glomérule. C'est ce qui s'appelle restaurer le feedback tubulo-glomérulaire. Et cette baisse de pression va entraîner une baisse de filtration de l'albumine, qui est un des mécanismes protecteurs des glyphosines au niveau rénal, et va entraîner également une petite baisse du DFG en moyenne de 4 minutes par minute à l'initiation d'une glyphosine, mais c'est un effet hémodynamique attendu. Ce qu'il faut savoir, c'est que la hausse globale de natriurèse est modeste et transitoire, parce qu'il y a une régulation qui va se faire le long, au-delà de la macula densa. Alors, juste bien pour avoir en tête, on a la dapagliflozine qui est le Forxiga, qui, alors je suis désolée, je n'ai pas exactement les mêmes dates, Carlos. La mise à disposition en France, en fait, c'est avril 2020 dans le type 2, avec un remboursement dans le type 2. Et la mise à disposition pour l'insuffisance cardiaque à fraction d'éjection réduite, parce que c'est ça actuellement l'AMM européenne et en France, c'est décembre 2020. Et ce n'est remboursé pour l'instant encore que dans le diabète de type 2. Ça devait évoluer cet été, ce n'est pas encore le cas. Seuls diabétologues, internistes et cardiologues peuvent initier la DAPA, avec une évolution récente sur le rein, mais réglementairement, on n'a pas encore le droit d'en parler, mais il y a des choses nouvelles sur le rein, et les néphrologues peuvent l'initier. Et ça a simplifié le seuil d'initiation de la glyphosine, parce que pour l'ensemble de ces indications, c'est 25 minutes par minute. Et ce qu'il y a de nouveau aussi, c'est qu'on peut la poursuivre si ça se dégrade, et arriver en dialyse, c'est le néphrologue qui décide. Alors, on va se remettre dans le cas clinique de la patiente, l'histoire avait été peut-être un peu ajustée, mais la dapagliflozine, on va imaginer qu'elle avait été introduite comme il fallait à une période où elle avait plus de 25 et qu'elle avait été maintenue parce qu'elle s'est dégradée. Hein, on va dire comme ça. Ensuite, pour l'empagliflozine, qui est le Jardiance, elle est dans le diabète depuis avril de cette année, et pour l'insuffisance cardiaque à fraction d'éjection réduite, c'est tout récent, c'est cet été, mais remboursé que dans le diabète de type 2. Les mêmes prescripteurs peuvent initier, renouveler annuellement, et dans l'intervalle, je ne vous ai pas dit, le généraliste peut poursuivre. Le néphrologue, pour l'instant, ne peut pas l'initier. Il y a une subtilité d'initiation, c'est dans le type 2, ça reste extrêmement recommandé que ce soit plus de 60, simplement pour que ça soit efficace pour le type 2, parce que plus la clairance baisse, moins on est efficace sur la baisse d'HbA1c. Et dans l'insuffisance cardiaque à fraction d'éjection réduite, c'est 20 de clairance pour l'initier. Les effets protecteurs sont multiples. Alors, on a vu la diurèse osmotique liée à la glycosurie, on a une natriurèse, on a des améliorations de pression artérielle en moyenne de moins 3-4 mm de mercure. Ça améliore les résistances vasculaires périphériques et tous ces effets hémodynamiques vont améliorer les conditions de précharge et de post-charge cardiaque. Au niveau rénal, on a vu la baisse de pression qui diminue la filtration de l'albumine. Il y a également une diminution de la charge électrolytique rénale qui fait qu'il y a une baisse de l'hypoxie rénale, une baisse de l'inflammation, de la fibrose. Tout ça, ça restaure la synthèse de PO qui va être bénéfique au niveau cardiaque. Moins de risque d'insuffisance rénale aiguë, ça on l'a vu. Les effets métaboliques avec la hausse du glucagon et l'augmentation de l'acétone qui peut quand même aussi être bénéfique pour le cœur, qui va avoir un afflux de substrat énergétique un peu différent parce que l'insuffisance cardiaque va plus utiliser le glucose et là à ce moment-là, ça sera bénéfique sur l'énergétique cardiaque. Et puis il y a une possible inhibition du cotransporteur sodium H+, qui va modifier le sodium intracellulaire et améliorer la contractilité cardiaque. Dans les recos ESC 2021, donc chez les diabétiques de type 2, parce que c'est vraiment cette population-là, les inhibiteurs de GLT2 sont recommandés pour réduire les hospitalisations pour insuffisance cardiaque. On est vraiment dans la prévention, le MES, la protection rénale et la mortalité cardiovasculaire. Et le diabétique de type 2 avec insuffisance cardiaque à fraction d'éjection réduite, on diminue les hospitalisations pour insuffisance cardiaque et la mortalité cardiovasculaire. Et on a compris que ça marchait également chez le non-diabétique, cette diminution d'hospitalisation par insuffisance cardiaque et mortalité cardiovasculaire, diabète ou pas diabète. Alors, juste, tout à l'heure, on a évoqué le surrisque de mycose génitale qui est multiplié par 3 à 5 du fait de la glycosurie. C'est comme quand vous avez un diabète déséquilibré, il y a une glycosurie, il y a un risque de faire une mycose. Le risque d'infection urinaire bactérienne, il est minime. En cas de pyélonéphrite, sepsis urinaire, c'est quand même recommandé de stopper transitoirement. On a vu, on éduque les patients sur la tension, le risque d'hypotension orthostatique, mais quand même beaucoup moins marqué que les autres molécules de l'insuffisance cardiaque. On peut être amené à ajuster les diurétiques. Par contre, le risque hypoglycémique, non, il n'y en a pas. C'est simplement si on rajoute un traitement par sulfamide, hypoglycémie ou insuline, on potentialise leur effet. Donc là, il y a un risque.
Mais en soi, comme c'est un phénomène, c'est un mécanisme indépendant de l'insuline, il n'y a pas de risque hypoglycémique avec la molécule. Et puis, simplement pour vous détailler cette histoire d'acidocétose glycémique, là, c'est entre guillemets parce qu'il y a eu des descriptions par la FDA qui a lancé des alertes de patients qui avaient des glycémies pas très hautes. Et donc, Carlos vous a parlé du mécanisme. La glycosurie fait baisser la glycémie, ça entraîne une baisse de synthèse de l'insuline et en réaction, une augmentation du glucagon. Et il y a même des récepteurs en fait, au niveau des cellules alpha de Langerhans qui fait que ça stimule. En fait, en bloquant SGLT2, on va mimer une pseudo-hypo, même à glycémie normale, et ça va stimuler la synthèse de glucagon. Donc, on inverse le rapport glucagon sur insuline. Le glucagon, pour faire simple, au niveau du foie, ça augmente la production hépatique de glucose. Et par ailleurs, au niveau du tissu adipeux, ça stimule la lipolyse. L'insuline, c'est anti-lipolytique. Ça stocke les graisses. Le glucagon, ça fait l'inverse, c'est lipolytique. Donc, on libère des acides gras qui vont au foie. Alors là, on arrive ici. Ils peuvent être bêta-oxydés en acétyl-CoA et partir vers le cycle de Krebs pour faire de l'ATP. Mais le glucagon va favoriser la voie de transformation vers l'acétoacétate et les bêta-hydroxybutyrate, c'est ça les corps cétoniques, qui passent dans le sang et qui peuvent être utilisés en périphérie. En situation physiologique, il n'y a pas de problème particulier, on arrive à consommer. Mais si vous avez une situation aiguë, pathologie médicale aiguë, comme on dit, vous synthétisez de l'adrénaline, du cortisol, et ces hormones-là également augmentent la production hépatique de glucose et stimulent la lipolyse. D'où un afflux d'acides gras et le risque de transformation au corps cétonique et d'acidocétose. Et en parallèle, comme il y a une glycosurie, la glycémie peut ne pas être très haute. Et on ne sera pas alerté par une glycémie à 6 grammes qui fera faire un dosage d'acétone, puis le iono, les gaz du sang, etc. Et ça peut se manifester donc, par les troubles digestifs habituels. Et nous, les patients qui sont sous insuline ou longue durée de diabète, on les éduque à reconnaître les signes d'acidocétose. Du fait de ce mécanisme, on ne prescrit pas une glyphosine à un diabétique de type 1, même s'il a montré, ça a montré chez ces patients-là qu'il y avait un bénéfice sur le poids, sur l'équilibre glycémique, mais ça a tendance en parallèle à leur faire baisser leur dose d'insuline. Il y a trop de risques d'acidocétose en France, en tout cas, on considère qu'on ne prescrit pas un diabétique de type 1, même si l'insuffisance cardiaque à fraction d'éjection réduite. Et le risque d'acidocétose est multiplié jusqu'à 6. Et finalement, tout diabète un peu équivalent en termes de réserve insulinique, celui qui n'a plus de pancréas ou qu'un diabète surpancréatique chronique et sous basal bolus, ce n'est pas un bon candidat à une pression de glyphosine. Pour le diabétique de type 2, sous inhibiteur du GLT2, il y a des facteurs précipitants de ces mécanismes. Donc, une maladie aiguë, infection gastro-entérite grave, un infarctus, un AVC. Si ce n'est pas accompagné pour l'infarctus d'une décompensation cardiaque, ce qui est recommandé, c'est de le stopper le temps de l'épisode aigu. Des situations à risque de déshydratation sévère parce que ça stimule la synthèse des hormones de contre-régulation. Des diététiques très pauvres en hydrates de carbone ou une prise aiguë d'alcool parce que c'est cétogénique. Et une chirurgie parce que ça peut cumuler plusieurs choses. Le patient va moins boire, moins manger. Chez le type 2 qui est insulino-traité, souvent l'insuline est trop réduite. Et il y a le stress aigu chirurgical et de l'anesthésie. Et c'est suite à des chirurgies qu'il y a eu des alertes de ces acidocétoses à glycémie peu élevée. Les gens vomissaient après des chirurgies abdominales et le diagnostic a été fait trop tardivement. Et du fait de la demi-vie qui est de 12 heures, donc on recommande de stopper 3 jours avant une chirurgie la glyphosine. Alors, en cas d'insuffisance cardiaque aiguë chez un diabétique de type 2 sous inhibiteur de GLT2, qu'est-ce qu'on va faire? Parce qu'on va, ok, c'est un phénomène aigu, mais on ne souhaite pas l'arrêter. Donc, ce qui est proposé dans ce papier fait par des urgentistes et des cardiologues, c'est qu'en cas hémodynamiquement instable, je suppose qu'on évoque le choc cardiogénique à ce moment-là, Eric nous dira, on arrête les inhibiteurs de SGLT2. Par contre, dans les autres situations, on va le poursuivre puisque ça fait partie des traitements, la base de traitement d'insuffisance cardiaque. Par contre, en tant que diabétologue, ce qu'on peut dire, méfiez-vous simplement si c'est un type 2, ne vous faites pas avoir par des vomissements, des troubles digestifs, n'hésitez pas à regarder si il y a l'acétone et s'il y en a, rechercher une acidose. En conclusion, on va privilégier dans ces circonstances-là l'insuline transitoirement au pouce seringue IV ou en basal bolus. La metformine, on la stoppe transitoirement. Les sulfamides et les glinides, on les arrête. En cas d'insuffisance cardiaque, si le patient est sous saxagliptine, on lui enlève. Les analogues du GLP1 ont bien leur place s'il y a une coronaropathie associée. Le petit doute dans l'insuffisance cardiaque à fraction d'éjection réduite.
Les inhibiteurs de GLT2, s'ils sont en place, on les poursuit, sauf s'il y a une hémodynamique instable. L'introduction va être précoce en cas d'insuffisance cardiaque à fraction d'éjection réduite, puisque c'est un des 4 traitements de l'insuffisance cardiaque à fraction d'éjection réduite. On n'oublie pas des cirrhoses d'acétone si on a un point d'appel, et on ne prescrit pas chez le diabétique de type 1. Alors nous, diabétologues, on aimerait bien mettre analogue GLP1 et inhibiteur GLT2 ensemble. Dans l'AMM, on a le droit, mais pour l'instant, en France, il n'y a pas de remboursement. Voilà, et juste pour être bien clair dans les AMM, pour l'instant, il n'y a pas encore l'AMM des inhibiteurs de GLT2 dans l'insuffisance cardiaque à fraction d'éjection préservée. Mais il y a des résultats extrêmement positifs avec Emperor Preserve. Il y a l'étude en cours avec la dapagliflozine, c'est Deliver. Et il y a une étude qui a été présentée toute récemment, c'est Preserve d'HF, avec la dapagliflozine, sur des critères les questionnaires KCCQ, etc., qui montraient des résultats extrêmement positifs chez les insuffisants cardiaques à fraction d'éjection préservée. Et voilà, merci. Merci beaucoup, Laure. Il nous reste 10 minutes pour conclure ensemble. Il me vient à l'esprit une première question. On a beaucoup finalement, ça fait beaucoup de classes, beaucoup de molécules. Est-ce qu'un médecin généraliste aujourd'hui est encore en capacité d'initier un traitement antidiabétique chez un type 2 ? Il s'y retrouve ? Et de toute façon, pour l'instant, il n'initie pas les glyphosines. Il n'a pas encore la possibilité. Ensuite, dans les recommandations françaises, on met encore la metformine en première ligne, sous réserve qu'il n'y ait pas de contre-indication, et après en fonction de la tolérance. Et là, il a à disposition, en plus souvent en deuxième ligne, ça va être l'inhibiteur de DPP4 qui va utiliser. De moins en moins, on utilise les sulfamides d'hypoglycémiants. Petit à petit, ils sont détrônés parce qu'il y a le risque hypoglycémique, ça fait prendre un peu de poids aux diabétiques, ça ne vais pas préciser. Parce que, voilà. Donc, après, les analogues du GLP1 qui arrivent en deuxième ou troisième ligne, ils s'y sont bien mis, donc ils arrivent à les utiliser, c'est assez simple. La mise à l'insuline, c'est souvent après notre avis quand même. Mais la basale, ils s'y sont mis aussi. Non, franchement, c'est pas… Et ce qu'il faut savoir quand même, c'est que les médecins généralistes voient 80% des diabétiques de type 2 qu'on ne voit jamais. Nous, on voit 20% des diabétiques de type 2, les endocrinos. D'accord. Donc souvent, on les voit après une escalade thérapeutique. Il n'y a pas une recommandation, est-ce qu'ils puissent vous passer la main à un moment de l'évolution de la maladie? Alors, une recommandation écrite… En tout cas, pas à un stade précoce. Et toi, tu penses que ce n'est pas nécessairement utile? Non, pas nécessairement utile. Okay. Non. Par contre, quand il commence avec l'accumulation des traitements à plus de 8% ou des complications qui s'installent, là oui, il passe la main. Il faut passer la main. Et dans le même état d'esprit que la question de Carlos, à quel niveau d'hémoglobine glyquée chez un diabétique sous traitement il faut le référer à un diabétologue? Les objectifs, normalement, chez un patient, alors très récemment diagnostiqué, assez jeune, moyenne d'âge, assez jeune, puisque la moyenne c'est souvent 50 ans, là on peut cibler 6,5, sinon la majorité des objectifs c'est moins de 7%, et ensuite plus le patient est fragile, plus il y a de comorbidité, c'est moins de 8%. Je pense qu'au-dessus de 8%, il faut le référer. C'est ça. Oui. Ce qu'on fait effectivement dans le cadre de notre routine. Mais sachant que dans la majorité des cas, c'est moins de 7% quand même. L'objectif. Objectif. Mais référer à plus de 8%, il faut. Oui. Et j'ai une question à toi, Eric. Est-ce que nous, urgentistes, on peut enfin se dire qu'il y a un nouveau traitement à la phase aiguë ou pas encore? C'est encore prématuré pour la dapagliflozine de se dire enfin on va avoir un traitement? En fait, il y a deux réponses. Pour la phase aiguë, les médicaments dont on dispose, particulièrement le furosémide, sont tellement puissants qu'on n'en a pas besoin dans la phase toute aiguë. Mais en fait, souvent, en médecine d'urgence, vous êtes amené à garder et gérer des patients, comme, par exemple, comme cette dame, elle n'ira pas en cardio, en fait. Elle va être gérée dans le cadre de votre hospitalisation de courte durée ou sur une hospitalisation non cardiologique. Et à partir de là, certainement, les préoccupations autour de l'empagliflozine ou de la dapagliflozine sont à mettre au premier plan, et je pense vraiment que ces patients ils doivent avoir des prescriptions de cette classe thérapeutique aujourd'hui. Ce qui est intéressant, c'est que dans l'étude en aigu avec l'AMPA, parce que les grosses études en aigu, on ne les a pas encore. Il y en a une avec l'AMPA et deux avec la DAPA.
mais la petite en Power Sponsor HF, là, c'est 80 patients. C'est pas énorme comme cohorte. Mais la base de traitement par furosémide, ils avaient en moyenne 300 mg déjà tout à fait. de traitement. Ils étaient sévères. Et malgré ça, le rajout de l'AMPA a donné des sacrées différences sur le. Et c'est ce qu'on voit au quotidien. Hein. Il y a une explosion de durée sur ces produits. Mais qui est plus marqué, moi, c'est intéressant parce que ça, je l'ai appris avec toi, qui est plus marqué en aigu qu'en chronique. Parce qu'en chronique, c'est pas du tout comme ça. Comme souvent, en fait. Oui, mais ça, c'est finalement vérifié dans la pratique. Complètement. Et oui, tout à fait. Parce qu'en chronique, c'est 300 à 500, quoi, grand maximum. Et puis qui se régule au bout d'un certain temps, les néphros disent bien que ça s'atténue au fur et à mesure. Hein. Et d'ailleurs, il y a plein de patients qui ne sentent même pas qu'il y a une polyurie. Il y en a certains qui le sentent au départ, qui disent du jour au lendemain, je me suis mise à plus uriner. Je parle en chronique, des types 2 qui en le met. Et d'autres qui ne ressentent rien. Et il y a une adaptation rapide. Enfin, au bout de quelques mois, en tout cas. L'ADAPA, je crois qu'à 6 mois, il y a encore la durée 375. Mais en aigu, c'est super intéressant. Oui, tout à fait. Il y a une question d'Éric Roussel. Il dit, si j'ai bien compris, tous les patients qui ont une insuffisance cardiaque doivent être mis sous DAPA, sauf si diabète type 1. Ben, ça revient un peu à ça aujourd'hui. Oui, alors moi, je freine un peu. C'est simplement, pour être dans les clous, pour l'instant, il n'y a pas la MM, insuffisance cardiaque à fraction d'éjection préservée. Oui, mais il ne faut pas hésiter. Voilà. Il ne faut pas hésiter parce que… Non, il ne faut pas hésiter. Alors, après, c'est juste que le patient va payer de sa poche. C'est un avis personnel. Hein. C'est hors AMM en remboursement. Il ne faut pas hésiter parce que les réhospitalisations… Mais il faut être utile aux patients. Les réhospitalisations dans cette population de patients à fraction d'éjection préservée, en médecine d'urgence, vous le vivez au quotidien, ça. C'est des gens que vous revoyez sans arrêt. Eh bien, si on n'a pas d'outils pour les réduire, ces réhospitalisations. C'est la nature qui décide finalement d'accorder une pause ou pas. Et grâce à cette classe thérapeutique, on a enfin un outil pour réduire ces réhospitalisations. Donc, il ne faut pas hésiter. Après, ces histoires de remboursement ne sont pas des médicaments très, très coûteux. Donc, il y a ça qui nous détend aussi un petit peu. Et puis, si on a… C'est 38 € le mois. Ouais, c'est raisonnable. Alors, c'est raisonnable. Après, il y a beaucoup de personnes pour qui c'est très cher quand même. Hein. Et je pense qu'on peut argumenter auprès de la sécurité sociale si on est en difficulté, qu'on n'a pas d'autres thérapeutiques que cette classe thérapeutique pour ces patients à fraction d'éjection préservée. Et fraction d'éjection réduite, il n'y a pas d'ambiguïté, il faut leur mettre. Une question de Patrice R, j'essaie de la résumer. Parce que tu as dit qu'en situation de sepsis ou pathologie aiguë, on peut être amené à stopper ces molécules-là. Et il dit que peut-être la tentation aussi, c'est de les réduire chez des patients fragiles à risque de décompenser, alors que c'est finalement ceux-là même qui en ont le plus besoin. De réduire la glyphosine ? Par exemple, oui. Ben, on ne peut pas la réduire. De toute façon, la dose, elle est fixe. On l'arrête, quoi. On a 10 mg, la suspendre. Oui. Oui, on sous-estime ces médicaments. Si un sepsis, c'est-à-dire si on est dans une situation qui a un risque de décompensation cardiaque. Oui, c'est ça. Si on considère qu'il a un risque de décompensation cardiaque, on peut toujours la laisser et après surveiller de près qu'il n'y ait pas cette histoire d'acidocétose, mais qui reste rare, on est bien d'accord. C'est un facteur déclenchant possible. C'est le bénéfice-risque. Entre l'insuffisance cardiaque et l'acidocétose, toi, tu choisis quoi, toi ? Elle prime quand même, je pense. Est-ce que tu es diabétologue ? Non, non, justement, là, je suis en faveur de la laisser. Oui, non, mais c'est ça, mais toi, nous, l'acidocétose, ça nous fait un peu peur par moment. Oui, mais c'est rare, c'est sur des facteurs déclencheurs. D'ailleurs, comment gérer l'hydratation de l'acidocétose chez un patient en OAP ? Eh bien, c'est compliqué. On ne peut pas l'hyperhydrater, de toute façon. Oui, tu mets des vasodilatateurs. Vous êtes expert, ça, vous gérez super bien. On aime bien en plus. CPAP nitré à bolus à forte dose et après on gère. De toute façon, ça se fait toujours en 2 temps. Hein. Oui. Vous ne mettez pas 24 heures. Nous, quand on les voit arriver, vous nous avertissez. Ils sont secs déjà. Ouais, vous nous avertissez OAP et quand on les reprend, vous avez déjà tout guéri. Donc, enfin, alors moi, c'est basique, c'est compliqué, oui. S'il y a une hyperglycémie qui va entraîner une déshydratation, par exemple, si dans le OAP, il est plutôt en surcharge, il n'est pas déshydraté, le patient. Donc, on n'a pas besoin de ça. Non, c'est pas sûr, ça. Sauf en périphérie. Non, c'est en rétention, mais oui. Mais il sera réglé vite. Global. La médecine. C'est redistribué autrement. Oui, c'est redistribué autrement. Donc, effectivement, alors avec un vasodilatateur, dans ce cas-là, on peut. Ce que je voulais dire, c'est qu'on peut mettre. Je crois que le message, c'est il ne faut pas avoir peur. Ça va être géré en 2 temps. Il y a dans un premier temps qui va être très court, on va gérer la partie congestion pulmonaire et on a les outils pour le faire. Et dans l'heure,
les 2 heures qui suivent, on attaque l'acidocétose et on remplit. Un peu de toute façon, comme les crises hypertensives, en fait. de toute façon, c'est l'insuline en priorité, c'est elle qui va améliorer la glycémie, hein, Qui plus est. Ok. de toute façon. J'ai une toute dernière question, parce que je vois qu'il est 20 heures. Ouais. Comment t'expliques, Eric, que malgré qu'on arrive à contrôler, quand on contrôle le diabète chez des diabétiques, on réduit le risque de syndrome coronaire aigu, alors qu'il faut mais demander. pas celui d'insuffisance Ça, je ne sais pas du cardiaque. tout. Vas-y, Et on ne t'as voit une pas idée, trop là d'explications. Tu as une idée? On te passe la main. C'est bizarre comme truc. Moi, ça m'a intrigué. Et puis, Mécanisme. ouais, comment ça marche? Comment on peut, d'un côté, être… Est-ce que ça veut dire… Moi, je ne sais pas. On doit raisonner pour le… Tu vois? Pourquoi le… Alors après, on a ça dans d'autres domaines où on a un marqueur. Oui. Et le fait Je suis en train de réfléchir, je ne suis pas sûre qu'on ait Ouais. une explication. Tu sais, c'est peut-être un peu comme les extrasystoles ventriculaires. Elles sont clairement en lien des marqueurs de mort subite en post-infarctus. Et pourtant, quand on les efface, On n'enlève pas le risque. On n'enlève pas le risque. Et ça doit être des modalités de ce type. Parce que après, est-ce que ça peut être lié au mécanisme d'insuffisance cardiaque? Parce qu'on a vu, il y a plusieurs causes chez le diabétique, soit la coronaropathie, les causes classiques, les valvulopathies, puis après la cardiomyopathie diabétique avec des mécanismes différents. La fraction d'éjection réduite, c'est plus de la mort cellulaire qui est secondaire au diabète. Mais et la préservée, c'est l'inflammation, la fibrose, tout ça, du tissu. Est-ce que ça… Mais c'est l'opportunité quand même de rappeler que le contrôle glycémique strict, ce n'est pas une bonne chose, parce que c'est facteur d'hypoglycémie, et ça, c'est très délétère. Et c'était l'étude d'accord. Ouais, et c'était l'un des problèmes avec les études de contrôle de la glycémie chez l'insuffisant cardiaque. Même les non-insuffisants cardiaques, l'étude d'accord, glycémie trop stricte, là, HbA1c à moins de 6%, ça avait fait baisser le risque d'infarctus, mais augmenter la mortalité. Et tu nous as bien rappelé la cible 1,40 g, 1,80 g. En aigu. Et ça, c'est vraiment important. Oui. OK. Eh bien, merci beaucoup à vous deux. Merci à tous ceux qui ont participé à ce webinaire. Vous allez le retrouver dans les jours qui viennent sur le site en mode replay et puis le diaporama en PDF également. Bonne soirée à tout le monde. Merci bien. Merci. Merci, très bien.